Bonjour tout le monde, c'est Valil. Aujourd'hui, je lance une vidéo que j'espère pas trop longue, qui recoupe en fait une question qui m'a été posée pas mal de fois, mais plutôt en MP, plutôt au détour d'une conversation. On en parle comme si c'était effectivement naturel et connu de tous. Et avec la multiplicité des gens qui commencent à arriver sur mes pages, notamment via Instagram, je me rends compte que il y a toujours des gens qui découvrent la Morrigan, qui découvrent le polythéisme, qui découvrent ce que c'est que la communication mystique. Et la question du coup des cartes se pose et se repose régulièrement. Donc même si j'en parle dans les espaces sacrés, j'en parle dans les lives que j'ai fait, j'en parle à droite à gauche, je me rends compte que j'ai jamais traité le sujet frontalement. Et donc même si peut-être j'aurais préféré à une certaine époque faire un article pour que ce soit plus synthétique, qu'on puisse tout balayer des yeux, etc. Comme vous le savez, en ce moment, les supports écrits sont beaucoup moins accessibles que les vidéos. Donc on commence par ça pour l'instant, et puis dans l'avenir, advienne que pourra, il y aura peut-être une deuxième vidéo, il y aura peut-être un article complémentaire, peut-être que quelqu'un parmi vous aura le courage de synthétiser sous forme écrite, advienne que pourra. Alors, la première vidéo du jour, j'ai rassemblé quelques jeux. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre, enfin je mettrai je pense dans le titre la question des jeux principaux. Il y a plusieurs tenants à ça, il y a le fait que j'ai pas montré l'ensemble, j'ai montré ce qui est le plus présent au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo. Mais ça veut pas dire que j'en ai pas d'autres, et ça veut pas dire que ça peut ne pas changer dans l'avenir. Sachant que ce qui serait chouette, ce serait de faire le pendant de cette vidéo, ce serait de vous faire les jeux les plus inattendus que j'ai déjà utilisés pour dialoguer avec Morrigan et qui ont très bien répondu. Parce que là, je vais montrer des jeux qui ont des thématiques particulièrement propres, particulièrement habitées. Je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi. Je les utilise pour parler de la Morrigan avec la Morrigan, et ce serait intéressant d'illustrer mon point qu'on peut utiliser n'importe quel jeu en montrant des thématiques diamétralement opposées, des tons plutôt froids, voilà. Donc un jour, j'aimerais bien, je lance cette petite graine pour l'avenir, mais aujourd'hui on va commencer avec vraiment beaucoup plus simple. J'ai fait un petit zoom en espérant que ça permette de mieux montrer les boîtes, les cartes, etc. Parce que parfois quand je suis trop loin, en fait, c'est pas forcément évident, même si sur vos écrans, ensuite vous pouvez agrandir sur YouTube. J'espère aussi que la luminosité passera parce qu'on a le début hein, des jours nuageux de la saison, et donc pour tourner, au niveau de la lumière, c'est beaucoup moins évident, et je suis pas forcément super équipée pour avoir ni une lumière qui soit à l'imitation de la lumière naturelle, ni une lumière qui soit artificielle, mais qui soit pas trop laide ou pas trop forte, ou bref, au niveau des dosages, ça ne va pas. Donc j'espère que ça passera comme ça. Premier point essentiel que je voulais aborder. Pour tout ce qui est communication directe avec une entité, communication que certains appelleront spirit, que d'autres appelleront mystique, que voilà, en tout cas dans un contexte de dialogue polythéiste avec une entité qui est donc externe à vous, à laquelle vous croyez, techniquement, vous n'avez pas besoin d'un jeu particulier. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus, vous avez besoin de ne dépenser aucun argent. Aucun truc spécifique, aucun. Voilà. Vous pouvez prendre n'importe quel système de divination, c'est le propre de la divination. Euh, vous pouvez prendre de la bibliomancie, vous pouvez tout créer à la main, vous pouvez vous créer votre propre set de cartes, vous pouvez prendre un jeu de cartes à jouer et réapprendre la cartomancie traditionnelle, vous pouvez... Il y a plein de possibilités, voilà. Donc, n'importe quel oracle, n'importe quel tarot fera l'affaire. L'important, c'est de travailler en fait. C'est de travailler votre méthode, de travailler votre langage symbolique, le langage du jeu que vous avez pris, et de voir comment Morrigan peut répondre dedans pour réussir à communiquer avec elle en fait, tout simplement. Euh, Donc ça, c'était le préambule. Moi, ce que je vais montrer ici, ce sont des jeux que je trouve adaptés au niveau des thématiques, au niveau des préférences que je pense sentir de la divinité. C'est absolument improuvable, c'est du ressenti interne, c'est du ressenti médiumnique, c'est du ressenti intuitif. Moi, ce que je pense, c'est que ces jeux-là, elle les trouve, et ils lui plaisent, ça se passe mieux, c'est plus fluide. Voilà. Ça sera vrai pour moi, ce sera peut-être vrai pour certaines collègues, ce sera pas forcément vrai pour tout le monde. Moi, je vous donne mon point de vue. Alors, du coup, je vais les prendre un par un, et les deux premiers, ça va être les plus faciles, je vais enlever les autres. Je vais enlever les autres parce que sinon, on va galérer. Alors, pourquoi j'ai mis celui-là en premier? Parce que, normalement, pour les gens qui me suivent depuis assez longtemps, vous le savez,
je recommande vraiment d'apprendre à lire le normand, le petit Lenormand traditionnel. Donc pas du Lenormand intuitif où on s'en fout du sens des cartes, où on lit les symboles n'importe comment et on fait ça comme du tarot intuitif. Le Lenormand traditionnel, c'est de la cartomancie. C'est un système de signes et de symboles qui fonctionne comme un langage. C'est très carré, c'est très méthodique. Donc moi je recommande d'apprendre la cartomancie traditionnelle pour le lire, parce que vraiment ça donne des résultats exceptionnels, d'une précision absolue, et c'est assez neutre, c'est assez pragmatique, donc vraiment ça permet de... Et ça répond à tout, n'importe quelle situation, n'importe quel type de question, le petit Lenormand répond. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ça, qui est un jeu du coup neutre, et qui illustre ce que je disais au début, c'est que n'importe quel jeu fait l'affaire, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un jeu qui soit à dominante irlandaise, à dominante celtique, on met des gros guillemets à celtique parce que c'est problématique comme terme. Voilà, donc ça, pour moi, il y aura toujours quelque part dans un coin, quelle que soit la divinité, l'entité, l'esprit avec lequel je communique, il y aura un petit Lenormand, c'est obligatoire. Voilà, donc à quoi est-ce que ça ressemble pour les rares personnes qui n'en auraient jamais vu. Donc là, j'ai fait exprès, c'est un Lenormand, un petit Lenormand traditionnel avec des images anciennes qui sont les jeux non intuitifs, non modernes, non refaits, et c'est les jeux avec lesquels on apprend. Moi, j'ai appris avec des gens qui étaient des traditionnalistes purs, même pour certains, ils seraient peut-être probablement en fait intolérants, mais j'ai appris avec ça, donc c'est les images de la cartomancie traditionnelle, l'illustration traditionnelle du petit Lenormand avec des placements des sens, les chiffres, etc. Voilà. C'est à ça que ça ressemble à un... J'aurais dû faire dans l'autre sens en fait. Excusez-moi. C'est à ça que ça ressemble à un petit Lenormand traditionnel. Voilà, donc je tire avec ça. Ça, c'est le truc numéro 1, c'est passe-partout. Je vais n'importe où en vadrouille dans mon sac. Si je ne dois emporter qu'un seul jeu, je prends le petit Lenormand, c'est obligatoire. Celui-ci, forcément, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une review de présentation que je pourrais vous remettre dans la barre de description. Il y a un article sur l'antre, il y a un article peut-être plutôt sur le seuil, sur mon site de Sur le Seuil, j'avais essayé justement, c'était l'époque où j'avais plus d'énergie, j'essayais de compléter la review vidéo toujours par une synthèse écrite, soit un résumé, soit en tout cas une synthèse, même si c'était pas un script exact de ce que je disais dans la vidéo, donc pour que chaque personne puisse avoir le support qui lui convienne. Donc il y a aussi des informations écrites sur ce jeu. Il a été créé par Morpheus Ravenna, qui est une prêtresse de la Morrigan depuis des années, qui a commencé à cheminer en même temps que moi, prêtresse américaine. Hannah Storyteller, je la connais pas, mais j'imagine qu'elles sont collègues. Et ça a été tiré en fait d'un bouquin d'illustration au départ de Morpheus. J'en parle dans la vidéo en question, et on a découpé les images pour en faire, donc je pense que c'est Anna qui a fait ça, qui a conçu le jeu, les images, les grandes images version A4 ou je sais plus, ont été découpées pour faire des cartes, et on a extrait les symboles clés irlandais qui ont trait à la Morrigan en fait. Donc ça c'est vraiment le jeu principal qui est recommandé, parce qu'il est fait par une personne qui était une experte sur les questions mythologique de la Morrigan, également sur les questions mystiques, parce que c'est une personne qui allie une mystique très très forte, donc une dose perso, des expériences personnelles de spirit work et la lecture des textes, les lectures archéologiques, tout ce qui est culture irlandaise, culture gauloise, culture indo-européenne. Donc tout n'est pas parfait, personne n'est parfait, il y a des choses à redire, mais vraiment quand même elle a fait un travail qui est grand, qui est très grand, très profond, absolument reconnu et fantastique. Et son oracle du coup, pourquoi ça? Outre le fait que c'est sa prêtresse, etc., c'est que on a une vraie base pour travailler la culture irlandaise traditionnelle, tradition, j'emploie souvent ces termes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas n'importe quels animaux, on n'a pas n'importe quel type de paysage, on a des choses qui évoquent des légendes, donc là vous avez une pierre ogamique. Il y a aussi des choses qui évoquent des armes, forcément on est sur une déesse de la guerre, des boucliers, la question de la défense, de l'attaque, mais aussi la question potentiellement de la paix, la question de l'opposition entre la paix et la guerre et le cycle entre les deux. Vous avez des questions magiques, donc de magie irlandaise, vous avez la question des augures, des oiseaux, vous avez des choses un peu plus neutres, là ici vous avez l'aventure, vous avez des concepts comme la solitude, mais vous avez quand même un crâne qui nous évoque des choses vis-à-vis de sa divinité.
Il y a aussi tout ce qui est de la joie, il y a la question du ciel, le ciel, la terre, la mer, l'eau, qui sont des royaumes très importants dans la cosmogonie irlandaise. Donc vraiment, il y a un travail incroyable, et forcément, la divinité de nos expériences partagées, parce que c'est pas juste la mienne, c'est d'autres prêtresses de la Morrigan, en fait. Effectivement, juste, c'est génial. C'est comme si c'était un langage qui était une des langues que parlait déjà la Morrigan. Vous avez tout dedans. Et vous avez donc la possibilité de discuter avec Morrigan, potentiellement la possibilité de discuter aussi avec d'autres entités, esprits ou divinités irlandaises. Donc ce jeu-là, il est pas facile d'approche parce qu'il y a effectivement des cartes qui sont un peu sanguinolentes. Il est question d'avoir des énergies de bataille, donc c'est pas toujours la paix. Euh, mais on a les deux aspects, on a vraiment les deux avec des choses qui évoquent plutôt des émotions, des énergies, le fait d'être plutôt en joie, plutôt inquiet, plutôt seul, plutôt accompagné, plutôt le ressenti de l'échec, à la fois un ressenti mais aussi une question de définition de ce que c'est qu'un échec en termes de spiritualité, en termes de souveraineté. Restlessness, je ne retrouve pas le mot en fait, c'est pour ça que j'ai tourné sur autre chose, mais en tout cas le fait d'être agité, la question des compagnons, des animaux de l'autre monde avec les oreilles traditionnellement rouges, la civilisation, la maison ronde qui est un certain type de maison, des palissades, donc il y a aussi tout un côté presque matériellement, si vous voulez, exact quoi, parce qu'elle a travaillé sur des reconstitutions archéologiques. Donc ça c'est vraiment génial. Ça c'est le jeu effectivement qu'on a tendance à conseiller sur l'antre avec ma collègue Phronesis aussi. On en parle énormément, mais c'est juste qu'il a fait ses preuves et on n'a aucun autre jeu en fait qui soit fait sur la tradition irlandaise et sérieusement. On avait ri une fois avec... évidemment, j'ai fait un petit coup avec ma collègue, Phronesis. On avait fait un tour des différents jeux dits celtiques. Déjà, celtique ne veut rien dire, puisque il y a des langues celtiques, il n'y a pas une langue celtique, il n'y a pas une culture celtique non plus. Donc il faut savoir de quoi on parle. Il faut tout simplement redéfinir un cadre géographique. Est-ce qu'on parle du gaulois? Est-ce qu'on parle du gallo-romain? C'est pas la même période, c'est pas non plus les mêmes choses exactement au niveau des cultures, des pratiques religieuses. Est-ce qu'on parle de l'irlandais? Est-ce qu'on parle du gallois? Est-ce qu'on parle encore d'autres choses, vous voyez? Et quels que soient les jeux, il y a des trucs qui sont néo-druidiques, et donc le néo-druidisme n'est pas historique. Il se base sur des choses complètement différentes de la pratique du druidisme originel en Irlande. Le druidisme irlandais et le druidisme gaulois d'ailleurs n'ont pas le même fonctionnement non plus. Ne serait-ce qu'en Gaule, je crois qu'on retrouve quasiment aucune femme, alors que dans les textes traditionnels, dans les dictionnaires, on a bien des druidesses, des bandruis en Irlande. Enfin bon, il y a tout un laïus qui serait peut-être pas judicieux de faire maintenant. En tout cas, voilà, dans ce jeu, vraiment, on a quelque chose de fiable, quelque chose de solide, au niveau de la représentation du dessin, au niveau des concepts qui sont présentés. Ce qui est difficile, en fait, c'est que vous n'avez pas de livret. Morpheus n'a pas rédigé un livret supplémentaire, elle ne vous explique pas ce qui est représenté, et si vous n'avez pas la connaissance, pourquoi est-ce que c'est juste? Est-ce que vous avez déjà vu des épées dans des musées, dans des choses comme ça, pour savoir que cette épée, c'est effectivement une vraie épée dite celtique? La forme d'un sanctuaire, est-ce que ça c'est complètement fantasmé ou pas? Si vous en avez jamais vu, vous ne le savez pas forcément, elle vous l'explique pas. Mais en fait, c'est pour ça qu'on renvoie souvent vers son livre. The Great Queen, vraiment, qui est une bible. Il est hyper dense, il y a vraiment beaucoup de choses dedans, et elle a aussi fait des articles de blog publics. Elle a travaillé aussi avec la Toutagalation, donc en fait, il y a plein de choses à creuser autour de ce jeu. Il n'est pas facile d'emploi. Vous pouvez essayer de l'utiliser en intuitif pur, sans avoir la connaissance culturelle qui va avec. Je pense que ça peut marcher. Mais quand on veut être dans quelque chose de plus efficace et de plus aligné avec la divinité et avec la culture originelle, en fait, ça demande des connaissances historiques, culturelles, je vous dis archéo, ça demande du taf. Mais on n'a aucun jeu qui soit aussi strict, en fait. On a vu des illustrations, dans certains jeux, il va y avoir éventuellement quelques lames qui vont représenter un temple, ou qui vont représenter une épée plutôt pas trop mal, ou certains costumes, je sais pas, avec des carreaux et tel type de couleur de teinture, et pas tel autre, donc où c'est plutôt juste, mais un jeu entier qui soit fait comme ça, on n'en a pas d'autres. Parce que souvent, justement, ce sont des choses pas déconstruites, qui parlent de Celtes comme une seule chose, qui ne différencient pas les époques, qui ne différencient pas les cultures, qui mélangent aussi des orthographes de différentes langues, enfin c'est assez compliqué. Donc celui-ci, c'est pour ça, il a vraiment beaucoup d'avantages, il est très bien fait.
Mais il faut le savoir, ça demande de travailler. Ça demande vraiment d'aller creuser. Mais il faudrait voir, on pourrait peut-être aussi rassembler sur le site de l'antre des témoignages de personnes qui n'ont pas toute la connaissance et qui bidouillent avec, parce qu'elles ont envie de l'utiliser, elles ont envie d'aller au plus près de la déesse, elles ont envie d'employer un jeu qui a été fait par une personne dédiée. Et à ce moment-là, elles font avec leur intuition. Moi, je pense que ça peut donner des résultats aussi. Je crois qu'il y en a plusieurs dans notre communauté. Si jamais elles passent par ici et qu'elles m'entendent, n'hésitez pas à donner vos expériences en commentaire de la vidéo ou en commentaire sur l'antre pour que les gens puissent être rassurés ou avoir d'autres sons de cloche que le mien, évidemment. Donc ça, c'était l'oracle de la Morrigan. Et ensuite, on va aller dans des jeux un peu différents. Il y en a deux autres que j'ai présenté. Ah bah il y en a un que j'ai oublié, je me rends compte. Il y a aussi le tarot du corbeau, qui a été, il me semble, traduit en français comme ça, le Crow Tarot, de la même autrice illustratrice. Je ne l'ai pas sous la main, je l'avais déjà présenté en live, mais le tarot du Crow, donc du corbeau, ne me sert pas, il n'est pas dédié à la Morrigan, c'est-à-dire je ne l'utilise pas que pour ça. Il peut me servir à contacter Morrigan, mais c'est pas la seule chose. Et comme il a vraiment la structure tarot, c'est d'autres genres de symboles, c'est d'autres genres d'énergie. J'avais apprécié en fait de découvrir ce jeu-là parce qu'il est justement pas sous le format tarot. Il est sous le format oracle et il est du coup plus libre, plus centré sur autre chose. Et là, le autre chose, en l'occurrence, il me plaît bien, c'est que cette autre chose, c'est l'animal, hein, corbeau, corneille, bon, les corvidés. C'est l'autrice qui a vraiment observé dans son environnement direct tous les comportements de ces animaux, de ces oiseaux. Comment est-ce qu'ils évoluent, quels sont leurs genres d'émotions, réactions, le fait de travailler en groupe, pas en groupe, le rapport à la nourriture. Ce sont des animaux extrêmement intelligents aussi, qui reconnaissent les gens, qui font des alertes, etc. Et donc là, vous avez un jeu qui est centré sur l'animal qu'on représente systématiquement comme étant accompagnateur de la Morrigan. La Morrigan, dans différents mythes, sous différents noms, peut prendre la forme d'un corbeau ou d'une corneille. Donc là, on a comme l'animal référent. Et accessoirement, c'est aussi un oracle qui joue dans la vie moderne. Donc l'autre, il était traditionnel, le Morrigan Oracle Deck irlandais antique. Là, on a quelque chose de moderne. Et il y a des gens qui ont besoin d'avoir quelque chose qui les rattache au réel, pour qui quelque chose de complètement fantasmé, ça parle pas. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc on a quelque chose qui nous parle directement de notre époque, de notre quotidien. Et les mots-clés sont vraiment, je trouve, très, très marquants. Les illustrations sont très réussies pour évoquer différents aspects de la vie des corbeaux et, comme dit, de leur comportement. Donc ça me semble évocateur aussi de certaines choses, de certains messages que peuvent faire passer la déesse Morrigan, puisque elle nous parle parfois avec cette métaphore du corbeau. Elle peut parler à ses dévots, dévotes comme étant des corbeaux, un peu plus de corbeaux. On a des concepts qui sont vraiment assez vastes, à la fois, comme dit, l'abondance, le fait d'avoir un plumage qui résiste à l'eau, on a du jeu, on a à la fois du positif et du négatif. On a des choses qui parlent à tout le monde, à la fois la recherche d'équilibre dans nos vies, à la fois matérielle, mondaine et spirituelle. On a des choses qui sont beaucoup plus émotionnelles avec la question du deuil. On a le rapport à d'autres êtres et d'autres animaux. Donc là, ici, on a un chien. Je crois que sur d'autres cartes, il y en a encore d'autres. Donc, il y a une énergie qui est quand même assez particulière. Par exemple, la carte de la colère, moi, je la trouve magnifique avec cette teinte rouge, avec cette nuée de corbeau qui m'évoque vraiment avec quelque chose où on a beaucoup de mouvements. On a presque une espèce de spirale où le motif est très, très hypnotique. Ça peut rappeler, vraiment, des énergies que l'on peut rencontrer quand on travaille avec la Morrigan. La colère est une émotion sur laquelle il faut forcément travailler. Donc, ce sont des exemples. Vous voyez là avec un arbre déraciné, mais on a toujours la silhouette des bâtiments derrière qui nous fait dire qu'on est bien dans une situation moderne. Là on a la maison, la curiosité c'est très important et ça me faisait rire aussi, c'est que par exemple on a quand même une carte de curiosité dans l'autre oracle, qui est l'oracle de Morpheus, qui est beaucoup plus traditionnel et qui a l'air d'avoir des mots vachement plus axés sur la guerre, la bataille et tout. Mais on avait quand même la curiosité dans l'autre jeu. Et là on le retrouve, donc il y a des échos, vous voyez. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc cet oracle-là, j'en ai pas encore beaucoup parlé en ligne.
je ne l'ai pas proposé à l'usage. Il est un peu en phase de test pour l'instant. Il est pour moi. Et même pour moi, je ne l'ai pas tant utilisé que ça parce que j'ai déjà tellement de jeux à tout faire et tellement de trucs qui passent par d'autres canaux que ça me demanderait peut-être d'avoir un peu plus, vous voyez, de rigueur, le tester de façon systématique. Mais celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup. Il a quelque chose de très authentique, en fait. Parce que ce ne sont pas des dessins qui ont été faits au pif pour représenter un concept avec des corbeaux, parce que les corbeaux, ça fait bien. Je trouve qu'on sent la sincérité de la démarche de MG dans ce jeu-là, que certaines personnes pourront peut-être critiquer dans d'autres jeux, mais dans celui-là, vraiment, c'est authentique, et ça fait des années qu'elle en parle. Elle n'avait pas commencé par le Crow Tarot pour rien, et c'est un peu comme une forme avancée du Crow Tarot, parce que, comme dit, elle a pu choisir intégralement ce qu'elle mettait dedans, quels étaient les concepts, comment elle les représente. Elle n'était pas limitée par la forme Tarot Rider-Waite, en fait. Donc moi je trouve ça hyper puissant. Là, la carte de la mémoire aussi, sur le fait que les corbeaux ont une mémoire pour reconnaître les visages, amis ou ennemis, etc. Des gens qu'ils ont croisés des années et des années avant. Euh, Vraiment c'est chouette. Donc celui-ci, j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais ne vous étonnez pas du coup si on l'emploie dans les prochaines guidances, dans les prochains tirages collectifs, ou si ça revient, peut-être sur Instagram, je sais pas. Pour l'instant, il est resté dans mon tiroir perso, mais enfin dans ma vie perso, quoi, dans ma petite tablette et pas spécialement en ligne. Mais vraiment, c'était plutôt cool. Celui-ci, on en a déjà parlé en espace sacré pour les personnes qui ont vu. J'ai dû en publier des lames peut-être en story, en tout cas il est revenu pas mal. Si vous suivez Phronesis, ma collègue, vous l'aurez forcément vu, parce qu'elle en a quand même, elle, beaucoup plus parlé. Il me semble qu'à un moment donné, elle en avait fait une présentation détaillée, et c'est grâce à elle en fait que je suis tombée dessus, parce qu'à force de voir des exemples de tirage, des choses comme ça, et de sentir l'énergie du jeu à distance, sur les lames, de voir comment ça répondait, j'ai effectivement, vous voyez, déconstruit. Donc il y a plusieurs choses sur ce jeu. C'est que c'est un jeu mass market, c'est un jeu qui sont faits avec deux personnes, donc qui ne sont pas du tout natives irlandaises, qui porte sur la question de Samhain, qui est bien une fête irlandaise à la base, même si elle a été exportée, colonialisée, puis passée progressivement depuis la sphère très anglaise dans le néopaganisme et dans la Wicca, etc. Il y a quelque chose d'authentique dans ce jeu qui du coup demande à être, pour moi il demandait à être déconstruit parce que je voyais que sa surface, je ne voyais que la nationalité des personnes, le fait que c'est présenté avec la sorcière et que la sorcière c'est un concept auquel je n'adhère pas et je partage pas, ou pas comme il est présenté, donc je vais pas me reconnaître, je vais pas m'identifier dans tout ce qui est sorcier. D'autant plus si c'est sorcier avec le chapeau noir et le côté moderne et encore moins le côté wiccan et tout. Donc c'était un peu un ovni, un mystère, mais force est de constater que la façon dont le jeu a été conçu, en fait, ça marche. Ça marche et ça cause. Donc ça demande voilà, de la finesse, de la nuance. Les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. Voilà. Donc ce jeu-là était un bon exemple. Qu'est-ce qui passe de bien dans ce jeu-là? Je crois que Phronesis en avait parlé. Donc son compte est pour l'instant privé. Il faudrait voir pour ceux qui le suivent déjà. Il y a peut-être une IGTV ou quelque chose déjà dans un coin. En tout cas, une des deux autrices, donc ça je pense que c'est l'illustratrice et ça c'est l'autrice ou l'inverse. Il y en a une des deux qui a quand même fait des recherches sur la tradition irlandaise auprès de natifs, qui s'est renseignée en fait. Donc c'est pas, ça se voit pas sur la boîte, c'est pas marqué sur le dos ni rien, mais ça n'a pas été fait au pif du tout. Et en fait, quand on approche le livret et les cartes, qu'est-ce qui se passe? On a des concepts qui correspondent à une ambiance spécifique. C'est un jeu qui va parler beaucoup, je trouve, du shape-shifting, donc la question des animaux. Il y a vraiment beaucoup d'animaux dans le jeu, même si tous n'y sont pas. Ça va parler à la question de Samhain. Donc il y a un côté imaginaire collectif de la saison d'automne et la question de Samhain. Mais sur les cartes, comme le loup, comme la grenouille, ça parle d'espaces liminaux, ça parle le loup, en fait, dans les mythes irlandais, il est quand même présent. Morrigan a certains mythes où elle se transforme effectivement en louve, parce que je crois que les animaux sont d'ailleurs toujours de genre féminin. Et on a des concepts qui peuvent être utiles, comme la question des ancêtres, donc la période de l'automne, la période de Samhain. Collectivement, au niveau moderne, on pense souvent à la question des ancêtres, et quand on remonte un petit peu les traditions, soit du haut Moyen-Âge, soit encore avant, on trouve quand même des choses aux ancêtres sur cette saison. La question du silence aussi, qui est quand même globalement travaillée par la communauté à ce moment-là.
L'autel qui peut donc vous servir, même en n'étant pas sorcier, par exemple en étant polythéiste, du coup l'autel, il va prendre une autre dimension, il va prendre d'autres fonctions, mais il va être présent. Et ce qui se passe en fait, c'est que sous les cartes, vous avez une petite ligne qui est mise, je trouve, dans une police et dans une taille qui est quand même assez discrète, ce qui permet de ne pas gâcher l'illustration et de ne pas vous noyer. Donc si vous voulez faire sans les citations, c'est possible. Les mots-clés, c'est un petit peu plus difficile de les ignorer, parce que vraiment ça crève l'œil quand on regarde les cartes. Mais la petite phrase, vous pouvez la laisser de côté. Cependant, ce qu'avait illustré très bien Phronésis, c'est qu'en fait, ces petites phrases sont des formes d'évocation poétique. Or, la question de la poésie, c'est essentiel dans la tradition irlandaise. Et donc, retrouver ce jeu qui ne paye pas de mine et qui a une ambiance d'automne, de brume, d'espaces lumineux, ça sent les eaux, ça sent la pluie, ça sent les petites mares, ça sent la feuille morte beaucoup, ça sent certains animaux, ça pourrait pour certaines personnes sentir la cannelle ou la pomme, j'en sais rien. Des choses comme ça. Il y a aussi ce détail qui travaille sur le rapport aux mots, les mots comme formule évocatrice, potentiellement les mots comme formule magique. Est-ce qu'en opératif ce jeu ne pourrait pas servir d'ailleurs? C'est une question à poser. Et du coup ça rejoint la tradition poétique. Donc même si certains symboles nous parleront moins, par exemple avec la lune, vous voyez, ça c'est pas du tout traditionnel, ce symbole sur le front. Mais ça peut parler. Là on a la carte du loup, de la louve. On a beaucoup de femmes aussi d'ailleurs, ou de personnes du moins qu'on assimile facilement à des femmes, mais au final on n'en sait pas grand chose sur les cartes. Il y a peut-être des personnes à qui ça pourrait prêter problème. Ce qui est intéressant aussi là au niveau morriganien, c'est que Morrigan peut, donc c'est pas spécialement dans le lore ça, ce sont des gnoses partagées par différentes personnes, assez nombreuses en fait de la communauté moderne. Morrigan peut faire travailler sur le double, son propre double, soit et son ego, ou soit et son ombre, ou tout ce qu'on veut, et aussi sur les miroirs, avec des personnes différentes, ou comme dit, en soi-même, ou sur des entités. Donc le fait que ce soit des personnages avec des traits un petit peu caractéristiques qui se ressemblent, ça évoque aussi cette thématique qui peut être directement morriganienne au final. Il y a beaucoup d'évocations du travail sombre sur la souffrance, je trouve, sur les choses qui rampent, les choses qui rôdent, la question des bois aussi, comme dit, il y a une ambiance très sous-bois. Le balai, alors ça par exemple la chauve-souris, ça nous parle un peu moins au niveau ancien irlandais, mais bon la chauve-souris c'est quand même un animal qui n'est pas spécialement moderne en soi. Il y a tout un côté plus magique, les potions, les sorts, mais en fait dans la tradition irlandaise, il y a de la sorcellerie, il y a même différents types de sorcières, on a différents types de concepts. C'est assez complexe, donc ça peut aussi être transformé dans quelque chose de un peu moins moderne, si vous voulez, un peu moins Wiccan ou un peu moins tradition type Renaissance. Donc c'est pour ça, il y a vraiment des choses. With the Darkness, ça par exemple, ça pourrait énormément travailler la question du sombre, jungien. La question forcément de la... pas la cueillette, je vais y arriver, la moisson. La fin de l'automne, comme ça, la question de la transition des saisons. Depuis Lughnasadh jusque Samhain, c'est quand même ça aussi. Il y a un rapport à la terre, à la question des récoltes, même si c'est pas seulement ça. Les fêtes traditionnelles irlandaises, les festivals, je vais y arriver, sacrés, ont bien d'autres fonctions de royauté, de communauté. C'est pas du tout juste agraire. Hein. L'agraire, ça s'est rajouté presque en plus à certains moments. Mais dans cette transition entre Lughnasadh et Samhain, il y a quand même un rapport avec première récolte, deuxième récolte, troisième récolte, excusez-moi. Et du coup, ça se retrouve dans les couleurs un peu terreuses comme ça de ce jeu. Donc ça fait partie des choses très très directement évocatrices. La divination, donc vous voyez, là on est sur des choses qui sont très modernes, c'est pas du tout une technique de divination antique, mais ça symbolise pour nous, à l'heure actuelle, la divination, qu'est-ce qu'on emploie comme outil, comment ça se fait, et clairement, dans notre polythéisme, si je fais cette vidéo aujourd'hui sur les jeux de cartes pour échanger avec la Morrigan, c'est bien que la divination, on s'en sert, donc ça se justifie. La question du voile qui peut être pris comme une métaphore ou comme la question du rapport à l'autre monde en tant que polythéiste et animiste. Et on peut même prendre aussi la question des voiles au sens très personnel, il y a plein de possibilités. Donc, il y a le rapport aux morts, aux défunts, c'est quand même la saison. Il y a la lune noire, je suis pas sûre qu'il y ait la pleine lune, mais en tout cas on a la lune noire.
On a la renaissance, on a la protection, on a les pommes pommiers, mais là vous voyez vous avez aussi des bouleaux plutôt en arrière-plan, donc vous pouvez réfléchir à d'autres idées peut-être en prenant l'image. La question de la banshee, ça c'est hyper spécifique de l'Irlande, donc on a l'orthographe anglaise malheureusement colonisée, mais c'est pas grave, au moins l'entité en soi elle vient de la tradition, on sait de quoi il s'agit. L'intuition, le voyage, la question de l'hiver, qui arrive, qui pointe. Donc le rapport aux saisons, on a le deuil, et vous voyez que dans le tirage, dans le jeu sur les corbeaux, l'oracle des corbeaux, il y avait aussi une carte de deuil. Donc c'est quand même il y a des mots-clés, il y a des espèces de liens et de passerelles entre les différents jeux. Hop, les racines, je n'explique pas tout, la séduction. Vous voyez, il y a des duos, des trios, il y a aussi des choses sur l'aspect un peu numérologique. Quelqu'un m'avait fait remarquer que les femmes avaient toutes les cheveux longs et que ça manquait de diversité. Il y a plein de problèmes au niveau des corps. On n'a que des corps extrêmement minces. Il n'y a aucun corps rond, aucun corps gros, d'autant plus aucun corps gros. Et il y a essentiellement des peaux très blanches aussi. Donc vous voyez, il y a des choses à déconstruire. Tout n'est pas parfait. Mais en termes d'évocation et en termes de tradition, on peut y prendre d'autres choses. C'est assez inattendu. Ouais, là, vous avez une carte sorcière. Vous noterez quand même qu'on a une carte sorcière pas spécialement traditionnelle parce qu'on n'a pas le fameux chapeau, on n'a pas le balai, on n'a pas de noir. On a une personne qui, pour une fois, dans ce jeu, est habillée de blanc. Elle est blonde, avec une peau très blanche et il y a des herbes partout. Donc là, on est ça casse un peu, vous voyez. Ça n'aurait pas été ce qu'on aurait attendu en voyant la couverture. Donc, étonnant. Là, vous avez le monde d'en bas. Les questions de la nature, là vous avez une chouette, donc voilà, bon, il y aurait encore d'autres choses à faire, mais vous saisissez, je pense, l'idée. Je vois que le temps file, enfin je ne le vois pas, mais je le devine, j'ai beaucoup parlé, donc on va quand même enchaîner, sinon la vidéo va être indécrottable et longue. Je vais juste vous montrer un aperçu du livret pour les personnes curieuses, parce que j'ai fait aucune autre vidéo là-dessus. Il est mi-noir et blanc, mi-couleur, en fait, il y a une touche de rouge, hein, comme ça. Vous pourrez choisir de faire pause ou non. Donc vous voyez, il y a des morceaux d'illustration. Donc il est, mais c'est un papier qui n'est pas glacé, donc moi j'apprécie, parce que le papier glacé, je supporte pas ça. Et le fait que ce soit un peu de la couleur, mais pas trop, j'imagine qu'il y a une forme d'économie d'encre. Bon, faudrait voir, c'est pas non plus exactement comme du noir et blanc. Mais et voilà, et donc comment ça se présente pour les cartes? Vous avez une miniature de la carte en couleur, avec les mots-clés et la petite phrase comme dit poétique, et vous avez en général 2-3 pages. Par carte. Là, on est sur la divination, donc il y a peut-être plus de choses. Ça vous parle à la fois de sa signification divinatoire et ça vous parle de forme de divination, vu que c'est le sujet de la carte. Sur celle des ancêtres, par exemple, vous avez quoi d'autre? Vous en avez moins. Vous avez 2 pages avec les significations plutôt divinatoires et la question de la carte renversée ou non. Ici, il les emploie. Là, vous avez les éléments. Là, donc, voilà, c'est plutôt 2 petites pages par carte, mais il est possible qu'il y ait du contexte sur certaines avec un peu plus. Voilà. Voilà pour le livret, pour que vous ayez une idée. L'autre jeu que j'avais présenté, je sais plus quand, en tout cas j'en avais parlé, et notamment en espace sacré, c'est le Hush Tarot, qui est quelque chose qui m'a été offert par notre cher Phronesis, qui est toujours plus ou moins dans le coin, qui est un jeu vers lequel j'aurais pas forcément osé me tourner. Il est très peu vu, très peu entendu parler. Je connaissais pas spécialement l'auteur, donc on n'était pas dans une zone connue, vous voyez. Et il faut bien avouer que ces cartes, avec une relecture totale du tarot, je trouve, j'étais fascinée. J'étais vraiment fascinée, mais je sais pas si j'aurais osé y aller si j'avais pas déconstruit certaines choses, si on m'avait pas fait certaines explications, certaines suggestions. Et en fait, ce tarot-là, force est de constater qu'il a une ambiance très spéciale. Donc il y a certaines personnes que ça mettra mal à l'aise. Je devrais peut-être faire un petit préambule. C'est qu'il y a des images qui peuvent évoquer de la violence. Il y a quand même un aspect aussi avec les carcasses, les restes d'animaux ou des animaux avec peut-être qui sont un peu transpercés. C'est un peu spécial. Il y a un côté un peu aussi avec des choses qui évoquent des poupées, des pantins, des masques. Ça peut mettre mal à l'aise. Je le trouve pas fait dans une optique malsaine, mais ce qu'il représente peut questionner. Voilà.
Comme par exemple ici, avec, si vous voyez, le mélange d'une représentation qui est plutôt statuaire, là, plutôt classique, mais dessous, vous avez une espèce de pantin qui évoquerait en fait un pantin mécanique, un peu steampunk, mais c'est fait avec des plantes. Donc vous avez des choses comme ça qui se mélangent, qui peuvent évoquer du monstrueux ou de l'hybride. Et d'autres cartes, vous avez vraiment plus des animaux comme ça, avec un côté plus naturaliste. Très très beau. Mais vous avez quand même des insectes en dessous, vous avez une grosse fourmi, et vous avez un truc qui évoque une espèce de carcasse moisie. Hein, donc voilà. Et là, par exemple, vous avez quelque chose de plus neutre, mais vous avez quand même des mains bien sales, avec des ongles bien dégueux, qui sortent de terre. Donc est-ce que c'est un cadavre, ou est-ce que c'est juste des mains qui ont traversé le sol, qui ont travaillé, vous voyez, les mains d'un jardinier ou d'une jardinière. Ça questionne. Mais voilà, il y avait un rapport aux animaux très très beau. Moi j'ai énormément travaillé avec les oiseaux dans mon travail à la fois liminal, à la fois purement animiste avec les esprits, dans tout un tas de branches. Et du coup, en fait, ça m'a rappelé des travaux anciens et que j'aurais pas... Voilà, comme dit, je l'avais pas croisé, donc j'aurais pas pensé à chercher un jeu comme celui-ci. Il sent la terre, celui-ci. Il sent vraiment la zone... Tantôt c'est un peu humide, tantôt c'est un peu sec. Un côté... c'est difficile à rendre en mots. J'aurais peut-être dû le travailler avant de tourner la vidéo. Mais un peu la colline ou l'arrière-champ ou des choses comme ça. Et ça, ce sont des énergies avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, qui peuvent totalement être des seuils mauriganiens, donc des seuils liminaux irlandais et des seuils mauriganiens. Donc là, vous voyez, le cheval, il a une drôle de tronche, il a commencé à se décomposer. Vous avez aussi une peau de serpent en dessous. Parfois, c'est très immobile, parfois, il y a beaucoup de mouvements, donc vous avez des cartes vraiment différentes. Et les couleurs sont variées, en fait. Vous avez des verts, vous avez des bleus, et vous avez toutes les teintes possibles et imaginables, du beige, du rosé. Donc c'est assez différent. Celle-là, par exemple, elle a un très très beau rose jaune, avec un très bel oiseau, mais on peut y sentir un peu de la détresse. Donc c'est vraiment étonnant. Et donc vous avez effectivement en haut le symbole des coupes, enfin des suites. Donc ça c'est une coupe, ça c'est une coupe. Donc là on a quand même un pentacle que je puisse vous montrer, voilà, parce que j'avais que des coupes là. Et une épée ici. Je pense que c'est l'épée, je pense que les bâtons ont une autre tronche. Là, vous avez des personnages qui peuvent évoquer très légèrement, en fait, l'ambiance des fées victoriennes avec des petits êtres qui sont mélangés à des insectes ou des animaux dans la nature, genre Poussolina et tout ça. Ça peut, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus oniriques, beaucoup moins réalistes. Là, vous voyez, vous avez deux chats et un chat qui a une espèce de masque de démon. C'est quand même assez spécial. Mais les coquelicots sont représentés de façon très très... moi je trouve réaliste. Et c'est pareil, là vous avez une espèce de clé qui potentiellement il y avait un verrou ouvert, une vieille chaîne rouillée qui a commencé à se dégrader. Donc voilà l'ambiance de jeu. C'est spécial. Là vous avez des lances. Ah donc ce sont des lances, mais est-ce que lance c'est pour épée ou c'est pour bâton? Ah oui, c'est les bâtons, pardon. L'épée elle est là, donc ça ce sont les bâtons, j'ai dit des âneries. L'équivalent des bâtons qui sont des lances ici. Vous voyez là c'est très paisible. Et on a quelque chose de plus traditionnel avec les épées. Là, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus naturaliste, étrange. Étrange, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si ce sont des êtres humains, on ne sait pas si c'est vivant ou mort, il y a cette espèce d'ambiguïté. Ça évoque aussi le monde des cauchemars, par exemple, ça, vraiment, je vais la retourner pour les personnes, peut-être que ça gêne, mais il y a la grosse bestiole en haut qui est une espèce d'esprit de fumée, on ne sait pas trop, mais qui est monstrueux, avec potentiellement, ça peut faire penser à un animal, mais la moitié décharnée, donc on ne sait pas si c'est réel ou pas. Et là, il y a quand même un animal qui est décapité, donc avec toutes les fumées et les bougies, c'est spécial, donc on va enchaîner. Là, vous avez des oiseaux, donc parfois c'est très minimaliste comme ça. Et parfois, c'est très fouillé avec les scènes où on voit vraiment le fond. La scène que j'ai retournée, elle était très détaillée. Vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus remplie. Celle-ci est beaucoup plus épurée. Mais c'est peut-être pas évident pour les débutants, je me dis. Est-ce que c'est très accessible comme jeu? Je sais pas. Est-ce qu'il faut l'utiliser de quelle façon? Ça dépendra de vos préférences. Parfois, je le lis comme un tarot traditionnel et je cherche plutôt son alliance sur le normand. Quels sont les symboles en présence pas le normand, je dis des bêtises, excusez-moi, le Rider-Waite. Et je cherche en fait à rejoindre la couche Rider-Waite du jeu pour l'interpréter. Et parfois, souvent en fait, j'utilise comme un oracle où je suis pas du tout
c'est du pur intuitif. Je suis pas la symbolique traditionnelle. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour que ce soit pas trop long. Voilà, le Hush Tarot en fait c'est une espèce d'alternative, tantôt tarot, tantôt oracle, d'une certaine ambiance de la Morrigan. Vous voyez l'autre, l'oracle de Samhain, on avait vraiment une ambiance beaucoup plus sous-bois, terreuse, automne, chante, fin de récolte, l'ambiance avec un peu les citrouilles, des choses de la brume, parfois des fantômes. C'est ce genre d'ambiance-là. Celui-ci est pas comme ça, c'est une autre ambiance. C'est vraiment beaucoup plus, pour moi, soit c'est pré-forêt, soit c'est vraiment plutôt la colline, ou les arrière-champs, ou les friches, ou les choses comme ça. Et on travaille des choses peut-être un peu moins typé que dans le Samhain Oracle qui a des mots-clés beaucoup plus concrets. Là, il n'y a pas de mots-clés de toute façon, mais voyez, avec la question de l'autel, la sorcière, le deuil, etc. Ça reste très précis et du coup, ça reste une forme de langage un petit peu plus étroite. Celui-ci, il va vous parler vraiment de choses beaucoup plus vastes, je pense. C'est pour ça aussi, du coup, il y a plus de potentialité et donc peut-être plus dur à interpréter. Avec beaucoup plus de violence potentiellement. L'humain, on peut lui traiter toutes ses strates, avec les questions de manipulation, avec les questions d'illusion. Il y a aussi un rapport au shifting dans celui-ci du coup, où une personne qui n'a pas l'air d'être qui n'est pas ce qu'elle a l'air d'être, je vais y arriver. Oui, celle-ci aussi, elle est assez étrange avec cette espèce de foison de trucs là. L'oiseau dans les cheveux, la couronne, la clé. Il y a certaines cartes, vraiment, il y a du temps à passer à méditer dessus, à les observer, à les décortiquer. Et il y en a d'autres comme ça, beaucoup, beaucoup plus épurés. Donc ce rapport un peu inégal aussi, il va peut-être, non homogène en tout cas, il va peut-être perturber certaines personnes. C'est soit vous allez aimer les cartes épurées parce que vous vous rattachez à une tradition, soit vous allez aimer les trucs très fouillés où vous pouvez vous perdre dans l'interprétation intuitive en fait. Mais du coup, comment réconcilier les deux, c'est pas toujours évident. Donc là, il y a vraiment des murmures en fait dans ce jeu-là. C'est vraiment spécial. Voilà, donc je vais enchaîner pour que ce soit pas trop dur. Je vais juste vous montrer l'état du livret pour que vous ayez une idée de ce qu'on trouve dedans. Et on va passer au dernier oracle. La petite surprise. Alors attendez, le jeu. Voilà. Donc c'est vraiment un petit livre. En fait, il est relié comme ça, là, avec un petit dos carré collé et une belle couverture. Mais concrètement, c'est un petit livret blanc avec 3 fois rien dedans. La signification droite, renversée, un petit paragraphe. Ça aide. Honnêtement, par rapport aux significations traditionnelles, c'est pas mal fichu. Hein, et ça vous décrit bien ce qui est sur la carte. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que ça peut signifier. Mais c'est minime. Voilà, faut le savoir. Là, on a du vrai noir et blanc. Mais il y a quand même ça au cas où. Le petit dernier, que j'ai présenté du coup dans la dernière vidéo, c'est l'oracle médiéval et merveilleux. Et ça, à la limite, il aurait pu être dans la vidéo des surprises, parce qu'il n'a pas du tout de rapport avec la Morrigan, et on pourrait se demander ce qu'il fiche là. Mais je l'ai employé en espace sacré, et je l'ai employé dans la dernière vidéo, et donc en ce moment, parmi les jeux principaux que j'utilise, il est dedans. Donc je me suis dit, même s'il n'a pas exactement la même... comment dire, la même ambiance, la même logique, le même... On voit pas le rapport forcément directement, contrairement aux autres qui étaient très logiques, je pense. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à le rendre logique. Il est là. Donc, c'est l'oracle de Gulliver et de Julien Mi-Avril, qui a grosso modo une petite illustration, comme vous voyez ici en noir et blanc, le petit paragraphe qui a une taille complètement en fait aléatoire. Parfois c'est tout petit, parfois là vous avez la première page que j'ai trouvée en fait c'était un gros exemple, mais il y en a des beaucoup plus petits. Donc en fait c'est une strophe poétique et une deuxième strophe poétique. Ici la longueur est variable, ici en général c'est toujours 2-3 phrases, pas plus. Donc c'est comme si on avait 2 micro-poèmes par carte, ils sont différents. Ça peut potentiellement être ce qui décrit la carte, et ça peut être le message divinatoire, mais en fait, les deux, pour moi, fonctionnent de façon plus ou moins similaire. Je sais plus, j'ai jamais compris comment est-ce qu'elles étaient triées. Donc, il faut savoir qu'il y a une table des matières au fond pour retrouver la carte quand vous en avez tiré une, et savoir à quelle page il faut aller. Je comprends pas comment ça a été fait, parce qu'en fait, c'est pas du tout l'ordre alphabétique, et je me rappelle pas avoir lu dans l'introduction quelque chose sur
1, 2, 3, sur l'ordre. Vous voyez, c'est étrange. Voilà. Donc, ce jeu-là, il fait partie des choses inexplicables, je vous le disais. C'est quelque chose que j'ai ressenti, que j'ai expérimenté, mais que je n'ai pas de choses tangibles pour vous le montrer. C'est que Morrigan aime ce jeu-là. Voilà. Dans mon expérience, la divinité a aimé ces illustrations, a aimé ce qui est représenté, a aimé les énergies et a voulu s'exprimer spécialement là-dedans. Parce que j'imagine, les mots-clés qui sont dedans peuvent lui correspondre. Donc, est-ce que c'est uniquement l'illustration ou est-ce que c'est les mots-clés qui sont dedans? Ben, ça dépend des fois, et là, je pourrais pas dire. C'est peut-être les mots-clés qui lui ont plu, mais je pense que l'énergie aussi lui a également parlé. Donc on est sur un jeu qui est pas du tout ni irlandais, ni celtique, ni même néo-païen. Il a l'imaginaire médiéval, et Gulliver avait expliqué un truc très important dessus, sur en gros ce que les gens pensaient qu'était le médiéval versus ce que le médiéval était vraiment, et elle voulait dépoussiérer un peu certaines choses. Mais j'ai oublié exactement ce qu'elle a expliqué. Donc il faudrait le retrouver et il faudrait mettre un lien quelque part. Voilà. Pour ce qui est des illustrations, donc ça évoque des choses médiévales, mais ça évoque aussi des choses extrêmement oniriques. On a beaucoup de rapports aux lunosphères, on a des serpents, on a des animaux qui reviennent régulièrement. Donc il y a la question de la licorne, il y a la question des serpents, comme ça, avec... en plus, elle les dessine d'une façon spécifique. Donc elle a son propre codex, en fait, son propre... code de visuel. Gulliver, c'est ça qui est très très impressionnant. Elle a ses chapeaux aussi là, qui sont des chapeaux de sorcière, il me semble, qui sont typiques de ses illustrations depuis avant ces premiers oracles-là. Déjà quand elle avait illustré un bouquin sur les sorcières, je crois qu'il y avait ces chapeaux, ça remonte un peu maintenant. Au niveau des illustrations, vous voyez par exemple, vous avez ça en intérieur, qui évoque plutôt un lit à baldaquin, donc c'est plutôt effectivement ancien. Les costumes, les vêtements, même devrais-je dire, ont une forme aussi d'inspiration médiévale. Mais il y a certaines libertés qui peuvent être prises. Là, ce sont les rêves prémonitoires, donc on a quelque chose qui parle d'onirisme. Là, on a un mot-clé beaucoup plus abstrait, ceci dit, mais qui parle de déchéance, donc qui ne parle pas du tout de choses spirituelles. Là, on a la forêt, avec des petits êtres, on ne sait pas forcément ce que c'est. Vous avez des yeux dans le fond. Malheureusement, je trouve que Très Daniel a fait un mauvais travail d'impression. Les illustrations de Gulliver n'ont pas ces couleurs, en fait. Le sépia, son travail au brou de noix, parce que je pense que c'est du brou de noix, il n'est pas du tout passé. Ils l'ont rendu complètement rouille au cuivre et ils ont tué les nuances, alors que normalement il y a des nuances sur ces illustrations. Enfin, on fait avec ce qu'on a. Là, par exemple, vous avez la gémilité, et je vous parlais dans l'autre jeu justement de la question des miroirs que fait travailler Morrigan, et dans celui-ci, spécifiquement celle-là, je me rappelle, elle me l'a fait employer pour faire passer certains messages. Donc, sachant que là, vous avez la gémilité avec des épées, donc potentiellement aussi, vous avez les questions guerrières et les questions de bataille. Donc, il est vraiment surprenant cet oracle avec pas mal de femmes guerrières d'ailleurs, de femmes en armure. C'est peut-être ça que voulait expliquer Gulliver, c'était que c'est pas le chevalier qui va venir sauver la princesse. Ici, les chevaliers, ce sont des femmes en fait. Donc c'était intéressant. Là, vous avez cette femme qui écrit dans son grimoire à la plume. Donc ça évoque des choses quand même un peu traditionnelles avec le... Enfin, un peu anciennes, un peu historiques, c'est ça que je veux dire. Avec les vêtements aussi et les coiffures, avec les grandes plaques de tresse qui sont relevées sur les côtés. Donc il y a des choses en fait, c'est très mélangé. Là, vous voyez aussi ces coiffures-là, elles sont très typiques. Donc c'est le Graal, donc vous voyez là on est dans un univers vraiment médiéval, plutôt chrétien. Mais bon, la licorne, je dis, elle a été récupérée aussi dans la métaphore chrétienne avec les questions de pureté. Les limbes, par exemple, c'est très chrétien, mais en fait les limbes, on peut aussi en faire un concept qui soit... je sais pas comment dire, qui soit symbolique, parce que acculturel, ça va sonner négativement, et on peut pas la culturer. Les limbes, ça vient bien de quelque part. Mais je crois que dans le langage courant, il y a bien une expression qui emploie ce terme quand on est dans une phase de transition, quand on est en espèce d'attente et de suspension. Là, vous avez le banquet. Ça, par contre, même si la représentation est médiévale, on peut l'adapter dans d'autres cultures, dans d'autres traditions animistes, polythéistes, même dans d'autres lieux. Hein. Là, vous avez le message, donc ça, c'est quelque chose de très répandu. Vous avez la question du jeu également, très très importante, avec un jeu d'échecs, un jeu de stratégie, qui va parler beaucoup à la Morrigan, la question stratégie, mais en fait la question du jeu aussi. Parfois, le rapport au jeu qui va être tantôt dans la détente, tantôt dans le fait de se changer les idées, de faire un truc léger.
tantôt dans l'apprentissage en fait. Le jeu est souvent un terrain d'apprentissage pour Morrigan ou de formation, ça fait penser aux entraînements martiaux, il y a plein de choses. Le sacrifice, donc la notion de sacrifice, elle est quand même vachement vaste parce que si on voulait, on pourrait la prendre au sens très très premier et parler plutôt de sacrifice comme offrande. Donc non pas une personne, hein, mais faire une offrande en fait c'est faire un sacrifice. Et donc là ça pourrait parler de ce genre de contexte polythéiste très brut ou pas. On pourrait totalement l'adapter. Là vous voyez on a le chapiteau d'un cirque. Là, comme ça, de mémoire, je sais pas trop à quand remontent les premiers cirques et les premiers spectacles et à quand remontent les premiers chapiteaux. Et par contre, on a l'espèce de symbole hyper moderne de la triple lune, là, que moi j'aime pas du tout, par exemple, donc ça mélange. Et en haut, sur le drapeau, il y a trois espèces de petites gouttes, donc il y a aussi son propre symbolisme, il y a quand même une couronne renversée, il y a les eaux, il y a aussi deux lunes noires. Je vous dis, les espèces de lune, soleil noir reviennent souvent dans les jeux de Gulliver, en tout cas dans celui-là. Là, vous avez le foyer avec un gros chaudron. Donc, le foyer, ça parlera énormément de païens, néo-païens, polythéistes, là pour le coup. Vous avez le carnaval qui peut être très très adapté aussi, parce que le carnaval, il y a toute la symbolique chrétienne qui peut nous parler, mais on peut aussi totalement l'employer dans des contextes locaux de procession, de festivals sacrés ou de protection d'êtres de l'autre monde, des fées, des choses comme ça, des cortèges. Donc il y a de quoi faire. Le voyage, l'adoubement. Alors là, on est dans un contexte du coup beaucoup plus spécifique, beaucoup plus sociétal, mais ça peut se transposer aussi. Et comme Morrigan fait travailler sur des questions guerrières, des questions de valeur, de justice, parfois de chevalerie, il y a des choses en fait. Donc la fameuse roue de l'année, qui du coup est une roue néo-païenne et pas une roue irlandaise. Donc là, il y a plein de problèmes et plein de choses à en dire. Mais comme dit, nous en tant que néo-païens, comment on la traite, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait. Moi, si je suis dans une tradition irlandaise, comment je réagis face à cette carte, comment je peux l'employer, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. L'union. Non, oui, c'est dans le bon sens. Le phénix. Alors voilà, je vais peut-être pas tout montrer, mais vous voyez qu'on a de quoi faire. On a de quoi faire, et vraiment, il y a des choses qui sont neutres, qui sont totalement neutres, qui peuvent s'adapter à différents contextes. Différents contextes polythéistes, différents contextes animistes, irlandais, parfois spécifiquement, parfois plutôt modernes, parfois en termes de pratique, parfois en termes purement oraculaires. Mais j'espère que voilà, j'ai illustré une partie des concepts qui peut-être ont pu être employés par la divinité, par la Morrigan, pour faire passer des messages, pour faire travailler certaines choses, et aussi des échos avec d'autres jeux, comme dit, vous voyez, ça se recoupe en fait. Il y a des choses qui montrent que, quand je discute avec la divinité, la Morrigan, il y a des... 1, 2, 3, il y a des similitudes, voilà, je vais y arriver, il y a des similitudes, il y a des choses qui lui sont propres, qui sont des travaux qu'elle nous fait faire, et donc on retombe sur des mots-clés similaires, ou des images similaires, même si les mots-clés sont différents, dans différents jeux. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, ça va être du coup une vidéo beaucoup plus longue que ce que je pensais. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur le site de l'Antre pour qu'on puisse tout synthétiser ensemble, que je puisse y revenir, que je puisse compléter s'il y avait des trous, que je puisse corriger si j'ai parlé trop vite ou j'ai dit des erreurs, parce que ça arrive forcément fréquemment. Donc voilà, et dans tous les cas, c'était probablement le premier volet d'une série, il y en aura d'autres, et je pense que ce qui est quand même le plus intéressant aussi, c'est de les voir en exercice en fait. Donc c'est pour ça, à une époque, je proposais sur Instagram des lives de tirage, une petite heure, on se lance, et puis il vient qui veut, et on avise, on fait des petits tirages courts, mais ça permet de voir sur une question spécifique comment le jeu répond, comment le jeu aussi répond aux besoins d'une personne, et comment la divinité s'exprime à travers ça. Là, ce qu'on va avoir pour remplacer ça pour l'instant, justement, ce sont les vidéos, alors je sais pas, mensuelles, peut-être à chaque lune noire, je sais pas encore, mais de tirage collectif pour la divinité, par la divinité en fait, pour voir ce qu'elle peut nous dire, et forcément, ces jeux-là, vous allez les voir revenir du coup, donc vous allez les voir en action. Voilà, et bien sur ce, je vous dis de prendre bien soin de vous, et puis à la prochaine.